Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Maria. Olivier est un athlète d'endurance, adepte des régimes pauvres en glucides et auteur du livre Performer en mode cétogène. Il s'apprête à relever un défi incroyable, traverser la France en courant de Dunkerque à Marseille. Le tout avec une approche minimaliste et la volonté de sensibiliser sur l'impact écologique du sport. En deuxième partie d'épisode, il nous partage son retour d'expérience sur son alimentation pauvre en glucides et comment ça a transformé sa pratique du sport d'endurance. En effet, depuis qu'il a adopté ce régime il y a 8 ans, Olivier n'a plus jamais fait d'hypoglycémie. Il partage avec nous les principes de ces régimes, notamment cétogène et low carb, et ce qu'il se passe réellement dans le corps lorsqu'on diminue les glucides. Voici un aperçu de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Sa philosophie d'entraînement et d'utilisation du matériel, ce qu'il a appris sur les régimes cétogène et low carb, les deux principaux avantages d'une alimentation pauvre en glucides, ce qu'il a ressenti en courant un marathon à jeun, sa stratégie d'alimentation en course, et pour finir, une anecdote surprenante sur un semi-marathon où un imprévu de taille ne l'a pas empêché de battre son record personnel. Un petit disclaimer avant de commencer. Cet épisode n'a pas pour but de faire l'apologie des régimes low carb, ni de les démonter. L'idée, c'est juste d'en apprendre davantage. Je sais que ce régime est autant vanté que critiqué, et moi-même j'ai toujours été plutôt sceptique. Mais en creusant, je me rends compte que ce n'est peut-être pas toujours tout noir ou tout blanc, et ce qui est sûr, c'est que c'est toujours intéressant de se confronter à des avis différents du nôtre, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui a pris le temps d'approfondir le sujet. Donc, je t'invite à garder l'esprit ouvert, et si comme moi tu es curieux, que tu aimes challenger et remettre en question tes croyances, alors cet épisode va te plaire. Sur ce, je te laisse apprécier cette conversation avec Olivier Maria. Et comme toujours, si le podcast te plaît, pense à t'abonner et à laisser une revue 5 étoiles. Bonne écoute! Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci beaucoup à toi. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Eh ben écoute, avec plaisir, je m'appelle Olivier Maria, j'ai 32 ans, j'habite à Lille, je suis graphiste indépendant de profession et je suis passionné de sport, de course à pied et de vélo, plutôt axé longue distance et voilà en gros. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous raconter, toi, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pris de passion pour les sports d'endurance en particulier? Ouais, bah écoute, j'ai commencé le sport par du foot quand j'avais 7 ou 8 ans. J'ai fait à peu près 8 ans de foot, j'ai arrêté à 15 ans. Après, j'ai complètement j'ai fait un peu de VTT pendant 2-3 ans, mais après à passer, le début d'adolescence, j'ai complètement arrêté le sport, entre 18 et 23 ans à peu près et à l'époque, j'étais étudiant à Grenoble. J'ai fait mes études à Grenoble et la dernière année, heu, je faisais un stage en Bretagne et la veille avant de partir, faire mon stage, j'ai mis une paire de chaussures, dans mon sac à dos en me disant: «Bon bah, j'avais acheté une paire de chaussures pour courir, mais j'ai jamais vraiment couru donc vas-y, je vais être en Bretagne tout seul, ça va être l'occasion pour faire un peu de course à pied» et de ces quelques mois en Bretagne, je me suis vraiment pris de passion folle pour la course à pied. J'ai vraiment découvert le bonheur de faire du sport, de se dépenser, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir les muscles qui tirent et tout, donc j'ai trouvé ça vraiment trop, trop chouette. Et ça a commencé comme ça, donc sans vraiment rien connaître, aux techniques d'entraînement, à la nutrition, au matériel, donc je me suis vraiment lancé comme ça, c'est comme ça que j'ai découvert la course à pied, en gros, que j'ai commencé le sport. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi un petit Mmh. peu ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'as poursuivi au Et final? bah, écoute, quand j'ai commencé, heu, je me suis vite pris au jeu du chrono, de la compétition, tu vois? Parce que je pense que quand tout le monde commence un sport et ben, en fait, on a une évolution en termes de performance qui est assez rapide et du coup, moi, c'était vraiment ma quête au début de me dire: «Ah mais est-ce que comme à quelle vitesse je suis capable de courir? Quel chrono je suis capable de faire sur telle et telle distance?» Et en fait, j'ai commencé sur les distances, en course à pied sur route assez classiques, les 10 kilomètres, les semi-marathons, un peu comme tout le monde et en fait, j'étais à Grenoble à l'époque et c'était il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus et moi, je connaissais pas du tout le trail, en fait, je savais pas du tout que ça existait, qu'on pouvait, courir en montagne parce que pour moi, la montagne, tu vois, c'était de la rando, mais par contre, courir sur des sentiers, ça me paraissait complètement fou et j'ai un pote qui me dit: «Vas-y, prends tes baskets, on va courir et on va en montagne, on va faire du dénivelé, on va sur des chemins» et je me suis dit: «Mais c'est pas possible» parce que j'avais vraiment l'impression de faire de la rando mais en vitesse, fois 3 quoi et en fait, quand j'ai découvert le trail, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça le plus beau sport» parce que
il y a quelque chose de tellement naturel, on est dans des milieux naturels, tu sais, on fait un effort jusqu'à un sommet et puis après on regarde la vue et on se dit: «Mais en fait, c'est trop bien, tu regardes la ville en bas, tu dis: «Je suis parti, avec mes pieds, et je suis tout en haut» et puis après on redescend en courant et là, il y a un côté hyper ludique et tout donc à ce moment-là, j'ai complètement arrêté la course sur route, même si je courais sur route depuis quoi? Depuis 1 an ou 2, pas plus, pour faire du trail. Sauf que, vu que c'était ma dernière année d'études, je savais que j'avais de très grandes chances de quitter Grenoble et de me retrouver, quelque part en France, mais potentiellement, il y aurait plus de montagne, quoi. Il y aurait pas un aussi beau cadre de jeu et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait 1 an de trail à Grenoble et je me suis retrouvé à Lille, pour mon premier travail et je me suis dit à l'époque: «Bon, bah, je suis parachuté à Lille pour un premier contrat, mais dans 6 mois, 1 an, je démissionne pour trouver un autre travail ailleurs et je retourne en Rhône-Alpes, donc à Lyon ou Grenoble et comme ça je me remets proche des montagnes, pour pour profiter à nouveau du trail» et en fait, là on est 8 ans plus tard et je suis encore à Lille, à l'heure où je te parle, tu vois? Donc les plans ont pas forcément été les mêmes d'un point de vue professionnel et tout, donc pour l'instant je suis encore à Lille et ce qui s'est passé, c'est que mes premiers mois, premières années à Lille, ça a été très dur à d'accepter d'arrêter le trail parce que quand tu fais du trail et que tu habites dans un milieu aussi beau, bah, ça dépend des gens, mais moi, j'arrivais plus à faire de la course sur route, tu vois? Parce que je trouvais que la course sur route, c'était chiant et il m'a fallu du temps pour, faire le deuil du trail en me disant: «Bon, bah, écoute, tu il faut faire avec ton environnement parce que tu as pas le choix». Et finalement, bizarrement, je me suis repris de passion pour la course sur route et je me suis rendu compte que finalement, bah, trouver un groupe d'entraînement, trouver des potes avec qui partager ces séances, et finalement travailler davantage, la vitesse, l'endurance, se remettre à des compétitions sur route, classiques du 10 au marathon et tout, bah, finalement je me suis repris pour ce jeu-là et finalement depuis tout ce temps-là, bah, j'aime bien faire ça, faire des marathons, des semi-marathons, des compétitions sur route, et j'en suis à peu près là aujourd'hui, même si j'ai mis un peu de vélo, j'ai remis un peu de trail, après. Je sais pas si tu voudrais qu'on en parle? Ah bah, avec plaisir, écoute. Bah, d'ailleurs, en parlant Ouais. de projets, il y en a un qui t'attend, me semble-t-il, l'année prochaine, comme on en parlait un petit peu en off. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un mot là-dessus? C'est quoi un petit peu le pourquoi derrière ce projet et comment l'idée a germé dans ton esprit? Avec avec plaisir, ouais. Bah, en fait, heu, avec la course à pied, j'ai commencé un peu à faire du vélo, un peu par hasard, parce que j'ai eu un vélo et tout et puis il y a eu pas mal d'événements. J'ai eu une blessure en course à pied où je me suis dit: «Ah bah, écoute, on va faire du vélo à la place de courir». Je me suis dit: «Ah, mais finalement, le vélo, c'est assez cool parce qu'on peut faire de longues distances, assez facilement, enfin plus rapidement qu'en courant» et partant de là, j'ai découvert, ce qu'on appelle, l'ultracyclisme et en fait, à l'époque, quand je me suis lancé là-dedans, je savais pas du tout que ça avait un nom, tu vois? Et en fait, moi, j'aime bien ce truc. Je me suis aperçu que ça revenait pas mal, même quand j'étais enfant, tu vois? Où, bah, après le collège et ben, on prenait les vélos et puis on se disait: «Ah mais regarde, il y a un il y a un commerce, un carrefour, un centre commercial à 10 kilomètres de l'école, on va y aller en vélo, on va faire l'aller-retour» et puis je me rappelle qu'à l'époque, quand on avait 12 13 ans, faire un aller-retour, de 20 kilomètres, c'était complètement le bout du monde pour nous, tu vois? Et je me suis retr 20 ans plus tard, je me suis retrouvé avec ce petit goût de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a, plus loin?» tu vois? Je sais pas, il y a une ville qui est à 20 kilomètres, et donc j'ai commencé à faire des allers-retours comme ça et puis après 20 kilomètres, je me suis dit: «Ça fait quoi de faire 100 kilomètres?» et puis habitant à Lille, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais aller en Belgique, je vais aller aux Pays-Bas en vélo» et donc j'ai commencé à faire des petits voyages comme ça tout seul et après, je me suis aperçu que ça avait un nom parce qu'aujourd'hui, en 2024-2025, ça commence à être un peu établi, mais il y a 4-5 ans, l'ultracyclisme, les compétitions, c'était pas quelque chose de très connu. Et donc comme ça, j'ai fait des courses aux alentours de 2 500 kilomètres à vélo, avec une notion de performance quand même parce que c'est des courses qui sont assez rapides où il faut essayer d'aller vite, il faut essayer de pas trop dormir pour être assez performant. Donc j'ai fait quelques courses en ultracyclisme comme ça et donc pendant quelques années, j'ai oscillé entre courir, faire du vélo, toujours avec ce truc d'essayer de découvrir, c'est quoi, le plus long qu'on puisse faire. Donc en courant, comme je te dis, j'ai fait de l'ultracyclisme, j'ai fait, cette année en 2024, j'ai fait, 2 500 kilomètres à VTT, donc par rapport au vélo de route, c'est plus
c'est plus difficile, plus lent. Il y a une notion un peu comme le trail qui est hyper chouette parce qu'on est en nature. Et cette année aussi en trail, parce que je te parlais du fait d'avoir fait le deuil du trail quand je suis arrivé à Lille, mais il y a 2-3 ans, je me suis dit: «Mais c'est quand même dommage de pas faire de trail même si tu habites plus en montagne», et donc je me suis dit: «Bah écoute, je vais aller faire des week-ends ou des semaines dans les Alpes pour m'entraîner et puis je vais m'inscrire à des trails même si je suis pas très entraîné, c'est pas grave». Et en fait, j'ai fait l'UTMB cette année comme ça parce que j'ai direct eu ma qualif UTMB en n'ayant fait qu'une course du circuit UTMB. D'un côté, j'étais content d'avoir eu la qualif directe au bout d'une course parce que j'avais pas forcément envie de rentrer dans un circuit international dont je partage pas forcément toutes les valeurs, tu vois, au niveau de l'écologie et tout, ça me dérange un peu de ce truc de devoir faire des courses un peu à l'autre bout du monde. Donc j'ai fait l'UTMB cette année comme ça, c'était une chouette expérience. Et après ça, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, on fait quoi après ça quand on a fait des trails un peu renommés, des ultra trails et tout?» Et puis il y a un autre truc autour de la façon de courir qui m'importe pas mal, enfin, où je me pose pas mal de questions autour du matériel, et je cours en sandales, en fait. Parce que dans cette recherche de minimalisme, d'efforts simples, de pas forcément de matériel qui m'aide et tout, j'ai trouvé que le fait de courir en sandales, c'est presque comme courir pieds nus. Donc moi, ça m'intéresse pas mal, le fait de courir sans trop d'extérieur. Et tout ça mélangé avec aussi la notion écologique dont je t'ai parlé juste avant, qui fait que moi je prends pas l'avion, j'essaye au maximum de pas, enfin je prends pas l'avion personnellement pour aller en vacances et tout. J'ai pas pris l'avion depuis 5 ans, et pour encore plus pour faire des épreuves sportives, tu vois, j'essaye de trouver des compétitions qui sont à portée de train ou un peu plus locales et tout. Et en fait, tout ça mélangé, il y a quelques mois, je me suis dit: «Mais j'ai traversé la France en vélo, un peu de long en large, de droite à gauche, du nord au sud, du sud au nord et tout. J'aime bien trouver des moyens de me déplacer qui soient le plus sobre possible, le plus simple possible.» Et je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je traverse la France en courant.» Donc c'est mon projet pour 2025. Je te le dis comme ça, pour l'instant, je suis en pleine préparation, donc en termes d'itinéraire, de quel nombre de kilomètres je peux faire chaque année, comment m'organiser, où dormir et tout. C'est vraiment en cours de préparation, mais je trouve ça fou parce que de tenter ça, donc ça va être mon gros projet pour 2025. OK, du coup, en termes de logistique, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera en totale autosuffisance? Est-ce que, tu seras accompagné pendant la traversée? Ouais. Et ben en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis dit: «Il y a 2 options. Heu, soit tu prends tes 2 semaines de vacances, tu vas solo avec ton sac à dos et tu fais ton aventure solo. Soit, parce que je trouve qu'il y a vraiment un beau message derrière, tu vois? Le fait en fait, moi, je regardais pas mal de films, d'aventures, de personnes, qui ont fait des aventures dans l'Himalaya, qui ont fait des aventures complètement folles à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud ou je sais pas où. Je regardais le reportage d'Inox Tag, à l'Everest, que j'ai trouvé vraiment chouette, tu vois? Parce qu'il y a un beau message derrière, il y a le truc de se dire: «Bah, il faut se dépasser et tout.» Et je me suis dit que, heu, moi, j'aime bien le message de se dépasser par le sport. Je trouve ça hyper important de véhiculer des messages écologiques via le sport, et je trouve que tout est imbriqué, il y a vraiment un beau message à construire derrière, et c'est pour ça que je me suis dit: «Bah, écoute, on va essayer d'aller chercher un peu de budget», d'être accompagné par une asso. Je suis accompagné par l'association Univers Sport qui ont, porté de nombreuses, aventures écolo des personnes, qui ont fait le tour de France à pied, en courant et tout, et donc cette asso va porter le projet, et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est dommage de garder ça pour soi.» Et moi, en fait, j'aimerais bien être accompagné d'un vidéaste photographe qui va un peu documenter le truc, parce que quand tu tapes sur Google, «traverser la France en courant», en fait, tu trouves pas grand-chose, et je trouve ça dommage, de pas porter le projet, lui donner une visibilité un peu plus grande. Parce que mon idée derrière, c'est qu'en fait, pour le truc de traverser la France, je te l'ai pas dit, mais
j'ai pas mal réfléchi à quel itinéraire faire parce que tu vois, on peut faire, Paris-Nice, on peut faire Paris, Hendaye, on peut faire Strasbourg-Brest, on peut tout faire, quoi. Mais, au final, je me suis arrêté sur Dunkerque-Marseille parce que déjà, je trouve que d'arriver à Marseille, ça va être hyper beau d'arriver, à Notre-Dame-de-la-Garde, tu vois, de gravir les marches et puis d'arriver, en haut, symboliquement, Dunkerque-Marseille, tout le monde voit à peu près ce que c'est. D'aller d'une mer à l'autre, c'est assez beau et je me suis arrêté à cet itinéraire et en fait, mon idée, pourquoi le mettre en avant? C'est pas forcément pour faire un truc un peu ego trip ou quoi, mais comme je t'ai dit, c'est pour, essayer de raconter aux gens que l'aventure, elle peut être locale, tu vois? On peut s'écrire sa propre aventure en regardant une carte et en partant de sa porte, ça, je trouve ça hyper beau et c'est aussi pour dire parce que vu que quand tu tapes, record, Dunkerque-Marseille ou record traversée de la France, quoi, tu trouves pas grand chose. Vu que je vais être le premier à à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse, quelques mois avant moi, donc je sais pas ce qui est possible. Mais mon idée, c'est de dire: «Si j'arrive» parce qu'il y a vraiment j'ai énormément d'incertitudes et de peur autour de ça parce que c'est un truc qui est vraiment gros, je trouve, j'ai jamais fait. Mais c'est de me dire: «Si j'ai réussi à faire Dunkerque-Marseille en tant de jours», tu vois? Je sais pas, en 12, 13, 14 jours pour faire 1 200 kilomètres et ben, en fait, mon but, c'est de dire aux gens: «Regardez, moi, j'ai fait 12 jours, j'ai fait 13 jours et ben, faites mieux» et je trouve ça hyper excitant comme truc de se dire, hem: «Il faut battre mon record» et en fait, j'ai envie mon rêve un peu intérieur, c'est qu'il y ait un peu des gens un peu qui aiment bien les défis et qui voient ça et qui se disent: «Mais attends, lui, il a fait en 13 jours, c'est nul comme performance, moi, je peux faire en 10 jours» et ben, moi, tu sais quoi? Je vais prendre mes baskets, je pose 2 semaines de vacances, je prends mes baskets et je vais battre son record et je me dis que si, l'année d'après, il y a 3 personnes qui tentent, l'année suivante, les gens voient ça et ils se disent: «Mais en fait, moi aussi, je vais tenter» et qu'au final, ça crée un espèce de mouvement, ça peut être hyper chouette, je trouve. Ouais, carrément, ouais. Mais je trouve ça super inspirant, moi, tous ces gens comme toi, voilà, qui portent des projets un petit peu au-delà aussi de l'aspect, purement sportif, comme tu l'as dit. Et Ouais, justement, enfin, pour ce qui est de tu disais que tu voulais être suivi, peut-être par un vidéaste. Comment est-ce que ouais. tu ferais pour retranscrire au mieux, justement, cette dimension-là, justement, qui est pas juste axée sur la performance et qui a aussi un message qui est, un message fort derrière? Ouais, bah, ça alors ça carrément c'est au vidéaste de faut qu'on bosse ensemble avec l'équipe, enfin avec le vidéaste qui va me suivre ou quoi, qui connaît, qui sait raconter des histoires et tout et c'est vrai que moi dans le brief que je lui ai dit, c'est, moi l'ego trip de se payer un film perso pour montrer que je suis le plus fort ou quoi. En fait, ça m'intéresse plus du tout cette approche, sportive et en fait, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé la course à pied, c'était vraiment chrono, 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 c'était vraiment le but, ma quête, tu vois? Et après, tu vois, 10 ans plus tard, bon, tu vois, j'ai fait ce que je voulais faire, tu vois? Bon, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait moins de 3 heures au marathon, j'ai fait quelques, quelques marques comme ça qui me paraissaient un peu un but dans la vie et en fait, je me suis aperçu que, tu vois, quand tu passes une ligne d'arrivée en ayant fait ton record, enfin, je parle que pour moi, je parle pas pour, tous les sportifs ou quoi. Chacun a sa quête. Mais moi, je me suis aperçu que je retirais une grande fierté personnelle d'avoir fait le chrono dont je rêvais, quelques années plus tôt. Mais en fait, je me suis dit: «Beh, après, il se passe quoi?» tu vois? Et bon, bah, j'ai fait 3 heures, 2 ans plus tard, je vais faire 2h50, je vais faire 2h45 au marathon et est-ce que ça fait de moi une meilleure personne? Mais en fait, je pensais, avant de me lancer dans ce genre de défi que ça allait faire de moi une meilleure personne ou que les gens allaient m'admirer ou quoi. Tu vois, quand j'ai fait 2 500 kilomètres à vélo, ça paraît fou. Bah, en fait, malheureusement, je me suis aperçu que bon, c'est pas forcément le cas et je me suis aperçu aussi que à me lancer dans des distances plus longues, je me suis aperçu que le chrono, c'était une récompense ou c'est un prétexte et s'inscrire à des courses plutôt que faire un truc tout seul, bah, c'est une motivation supplémentaire pour se dépasser et j'adore le fait de me dépasser, physiquement, tu vois? Je m'inscris à des courses, c'est pour, aller le plus vite possible, donner le meilleur de moi-même. Mais je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose qui dépassait un peu cette performance pure et notamment le fait, un petit peu poétique de traverser des pays entiers à la force de ses jambes ou de raconter des histoires ou qui vont un peu au-delà de la dimension sportive, je trouve que maintenant c'est davantage de la motivation. Tu vois, si je fais des courses de vélo ou des aventures à vélo, bah,
je trouve que la notion de découverte, alors de découverte, intérieure, tu vois? Mais aussi de découverte de rencontrer des gens, d'aller voir des paysages, de rouler sur des routes que je connais pas, de traverser l'Europe ou traverser plein de pays d'un coup, heu, je trouve que moi perso, actuellement dans ma pratique sportive, c'est une motivation qui est supérieure à la performance pure et donc c'est un peu ce que j'ai envie de raconter, dans le film et j'espère qu'on va réussir à le raconter, que et si j'arrive aussi à raconter ça parce que je pense qu'il y a pas mal de sportifs ou de sportives qui, après quelques années de quête, de chronomètre et tout, peut-être se posent un peu la question de: «Pourquoi je fais du sport?» Tu vois? Parce que même au bout d'un moment, peut-être que, tu t'améliores hyper vite, mais au bout d'un moment, tu stagnes ou au bout d'un moment, à force de toujours chercher la performance pour la performance, tu peux tomber dans le surentraînement, tu peux te blesser et tu peux et si tu as pas une autre dimension que le sport t'apporte, même du simple bien-être au quotidien, tu vois? Juste, de retrouver un plaisir simple, de juste mettre ses baskets pour aller courir dehors, pas regarder le chrono, juste se dire: «Bah, heu j'ai eu une journée de travail compliquée, mais je suis allé courir 45 minutes ou 30 minutes ou 20 minutes et je me sens juste bien, en fait». Même si, je suis plus lent que hier, je m'en fiche. Ben, c'est plein de choses qui me tiennent à cœur et que j'aimerais bien véhiculer, ouais. OK, bah, c'est super intéressant. Comme je te l'ai dit, je t'avais fait, venir aussi pour qu'on parle un petit peu du régime cétogène, que Ouais, tu as testé il y a depuis plusieurs années, me semble-t-il. ouais, carrément. Tu vois, j'ai vu, ouais, des fois, moi, j'étais un peu, c'est un régime qui a été, autant, vanté que décrié, j'ai envie de dire. Bien Et sûr, moi, ouais, c'est vrai bien que sûr. j'étais un peu de la team, ouais, je comprenais pas trop, en fait, l'intérêt Ouais, et de voir, bah, de plus en plus de sportifs, voilà, qui ont même des entrepreneurs qui ont testé ça et ouais, sur du long terme, quoi. C'est pas juste, voilà, ils ont testé une semaine et ils ont vraiment ouais. testé sur du long terme et de voir Mmh. que, bah, ils ont retiré des bienfaits. Je me suis dit: «En fait, c'est peut-être à nuancer et la vérité, elle est peut-être, Ouais, plutôt quelque part au milieu». Donc voilà, ouais, j'étais intéressée carrément. d'avoir, ton témoignage à toi. Donc déjà, Ouais. peut-être pour poser un petit peu le contexte, est-ce que tu peux, rappeler un petit peu aux auditeurs, qu'est-ce que c'est concrètement le régime cétogène? Et nous raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton expérience avec ça et comment tu en es venu à t'intéresser au sujet? Carrément, ouais. Bah, écoute, pour résumer en 2 mots, le régime cétogène, en fait, c'est un régime qui est pauvre en glucides. Heu, Ça veut dire que, concrètement, on limite au maximum sa consommation de sucre. Donc, le sucre, c'est le sucre blanc, que tu trouves dans les pâtisseries, c'est, c'est le miel, c'est les fruits et cetera. Mais on limite également les glucides. Donc les glucides plus complexes, ce qu'on peut appeler les féculents ou les sucres lents, c'est, les pâtes, le pain, les pommes de terre, le riz, et cetera. Donc c'est cette grande famille de sucres, à la fois simples et de sucres complexes qu'on va diminuer dans son alimentation et là, j'entends tous les sportifs, ils vont me dire: «Mais attends, les pâtes, c'est la base du régime du sportif». Donc je vais un peu expliquer tout ça et en fait, ce qui se passe, c'est que dans son alimentation, on va on va réduire ces 2 groupes dont je te parlais et en fait, c'est les assiettes de l'alimentation cétogène ou low carb. Ça veut dire, en gros, c'est une grande famille de régimes qu'on appelle plutôt pauvres en glucides. Je suis plutôt à l'aise de parler de régime pauvre en glucides plutôt que de régime cétogène. En fait, l'assiette, typique, c'est quoi? C'est des légumes, une source de protéines, donc œufs, poisson, viande. On arrose ça d'huile d'olive, on mange du beurre pour faire cuire, ses légumes ou sa viande et à côté de ça, on peut manger, des oléagineux, donc des noix de cajou, en 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 sélectionnant quand même ces sources de matières grasses. On limite les matières grasses, issues de graines notamment, d'huile de graines, donc l'huile de tournesol, par exemple, qui sont riches en oméga 6. Enfin, je vais pas forcément rentrer extrêmement dans les détails, mais le grand principe, c'est que je t'ai parlé des pâtes que tout le monde connaît, le régime du sportif qui est fait de pâtes avant l'effort pour remplir ses réserves de sucre lent, donc de glucose dans les muscles, dans le foie, dans le corps et cetera, dans le sang. Et en fait, si tu fais du sport avec un régime classique, donc tu manges tes pâtes, tes réserves de sucre dans ton corps augmentent, tu vas courir et là, ton corps, il va utiliser ce sucre comme carburant parce que le sucre, les glucides, c'est l'énergie, la plus facilement accessible pour le corps. Mais quand tu manges,
en étant assez strict au début, les plats que je t'ai dit, donc légumes, protéines, pas mal de matières grasses, oléagineux, mais que tu manges pas de pâtes, avant ton effort, et ben, en fait, si tu tiens assez longtemps ce régime, ce qui va se passer dans ton corps, c'est qu'il va y avoir une vraie transformation et ton corps va devoir trouver une source d'énergie alternative puisque tu lui as pas donné, les glucides qu'il espérait parce qu'à la base, c'est sa source d'énergie privilégiée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est que les premiers jours, et ben, en fait, tes réserves de glucose, de sucre dans ton corps vont diminuer parce que tout ton organisme va puiser dedans, et quand ces réserves vont être vides, ton corps, c'est une machine qui est assez bien faite et on l'oublie assez souvent, mais ton corps, c'est une machine bien faite. Il va il va pas se dire: «Bah, en fait, j'ai plus d'énergie, je meurs», et tu meurs au bout d'un jour ou 2. Tu vois, imagine, tu es dans la savane, tu dois courir, tu pas de gel énergétique, tu si on mourait au bout de 2 jours, on n'aurait pas survécu en tant que chasseur-cueilleur, on aurait eu de gros problèmes d'adaptation dans un environnement hostile où il y a pas de supermarché. Et du coup, ton corps, il se dit: «Bah, OK, il y a pas l'énergie la plus facile à utiliser. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais utiliser une source d'énergie qu'on qu'on connaît pas forcément dans tout ce qu'on dit dans l'alimentation, traditionnelle de l'alimentation de sportif». Et ben, en fait, le corps, il va utiliser des matières grasses comme source d'énergie. En fait, concrètement, il va prendre des matières grasses, soit que tu manges, soit les matières grasses que tu as en toi. Parce qu'en fait, on a tous, quelle que soit notre morphologie, on a tous, 5, 10, 15 de matières grasses en nous. Donc typiquement, je prends toujours cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, mais si je fais 50 kilos et que j'ai 10 de matière grasse, j'ai 5 kilogrammes de matière grasse en moi. Donc, ces matières grasses qui sont dans les tissus. Et en fait, le corps, t'imagines de dire, tu as 5 kilos qui potentiellement peuvent être de l'énergie. Donc c'est vraiment comme si tu prenais un sac à dos et que tu mettais 5 kilos de barres énergétiques, de gel énergétique, dans ton sac à dos. Tu pars courir et tu puises toutes les 20 minutes une barre énergétique et tu manges comme ça, sauf que c'est de l'énergie qui est potentiellement déjà en toi, que tu vas déjà pouvoir utiliser. Et donc tu vois, si les auditeurs ou si toi, tu as jamais trop entendu parler de ça, tu vas te dire: «Bah, c'est quand même bizarre cette histoire parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai toujours entendu qu'il fallait manger des pâtes et cetera». Et tu vois, moi, quand j'ai commencé le sport, quand j'ai commencé à courir, je connaissais rien en alimentation, en nutrition, en alimentation classique. Je mangeais vraiment comme tout le monde, les pâtes à tous les repas, les légumes, et cetera, tu vois? Et tu vois, ça marchait très bien au début parce que je faisais pas des efforts très longs, je courais, 1/2 heure, 45 minutes, 3 fois par semaine. Et donc tu vois, bon, bah, quand tu fais ce genre d'effort et que tu as pas trop de problèmes, de santé ou quoi, bah, ça marche très bien de manger normalement. Après, j'ai commencé à lire un peu tous les trucs de nutrition sportive et je me suis dit: «Ah OK, il faut manger plein de sucre parce que le sucre, c'est le c'est la c'est le carburant principal, il faut manger peu de matières grasses et tout». Et là, j'ai commencé à être à l'opposé du cétogène dont je te parle, c'est que j'ai commencé à faire mes propres barres de céréales. J'étais vraiment hyper strict dans mon alimentation, tu vois? Je faisais mes petites barres avec des flocons d'avoine et du miel, tu vois? Donc j'avais vraiment la super alimentation du sportif, celle que tout le monde recommande et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire du vélo, j'ai commencé à allonger les distances en vélo, en trail et tout. Et je me suis pris des fringales de l'espace, je sais pas si c'est des hypoglycémies ou des fringales ou quoi, tu vois? Mais à vélo, je me suis vraiment retrouvé, même si je mangeais, comme il fallait, comme on me disait de faire, je me suis retrouvé avec des hypoglycémies de l'espace, à avoir l'espèce de voile noire dans les yeux, à avoir des fourmis de partout, à devoir poser mon vélo au bord de la route et m'allonger pour retrouver mes esprits. À l'époque, j'étais vraiment pas très strict dans la quantité de gel que j'allais prendre pour faire du vélo, donc je me retrouvais, à aller demander du sucre dans les bars parce que vraiment j'avais plus de carburant pour rentrer chez moi, tu vois? Et en fait, je pendant quelques semaines, quelques mois, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, c'est ça le sport, tu puises dans tes réserves énergétiques, la prochaine fois, tu as qu'à prendre plus de barres énergétiques ou mettre du sucre dans tes gourdes et ça ira mieux». Et je suis passé comme ça, j'ai dit: «Bon, bah, OK, c'est la vie, tu qu'à manger plus». Et
et un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Tous des héros de Christopher McDougall, qui est un livre. Alors, cet auteur, c'est l'auteur qui a écrit le livre Born to Run, qui est un livre assez connu dans le milieu des gens qui courent en sandales, notamment parce que c'est un peu le pamphlet pour courir en minimaliste. Et donc, c'est ça qui m'a fait découvrir la course minimaliste. Mais ce mec, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Tous des héros, qui parle de c'est quoi le sport, c'est quoi l'exercice physique, ou est-ce que le sport, c'est faire des haltères à la salle, ou est-ce qu'il y a un truc plus naturel dans sa façon de faire du sport et tout, ce qui est hyper intéressante. Et à la fin de son livre, il parle de nutrition, et là, il raconte l'histoire de messagers pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Crète qui couraient des journées entières sans s'alimenter parce que c'était la guerre, et pour autant, alors il cite, enfin je le cite, et il parle d'énergie infinie, même sans s'alimenter, sans avoir d'hypoglycémie, avec une énergie vraiment folle et avec le plaisir de courir pendant des dizaines d'heures, avec une énergie stable et durable, tu vois. Et moi, je lis ça alors que je fais des hypoglycémies au bout de 2 heures de vélo. Je me dis, mais à la fois, c'est pas possible, mais à la fois, c'est trop bien, ça a l'air tentant. Et donc, tu vois, je suis tombé là-dessus il y a à peu près 8-9 ans. Et puisque puisque ça a un peu résonné par rapport à mon expérience personnelle d'hypoglycémie et tout, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Ça a l'air trop beau pour être vrai, mais on verra bien ce que ça donne en vrai. Et en fait, quand je suis tombé là-dessus, je sais même pas s'il employait le terme régime cétogène, s'il employait le terme régime low carb. Donc en fait, j'ai essayé un peu les 2-3 lignes dont il parlait dans le livre, tu vois. Il faut réduire ses glucides, il faut réduire ses sucres. Mais moi, à l'époque, je savais même pas ce que c'était un glucide. Je savais même pas faire la différence entre un glucide et du sucre. Donc j'ai commencé comme ça il y a 8-9 ans, en faisant un peu n'importe quoi parce que je savais pas où chercher. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'alimentation cétogène. OK. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que justement, le fait d'avoir un régime pauvre en glucides fait que, à l'effort on arrive plus facilement à puiser dans les graisses? C'est-à-dire, enfin, si on a les 2 à disposition, pourquoi Ouais. le corps il arrive pas justement à trancher et à prendre la source qui est, potentiellement illimitée et pourquoi on tombe Ouais. en hypoglycémie, bah, dès qu'on a plus de sucre quoi, finalement? Ouais, carrément. Alors tout ce que je dis là, c'est à nuancer parce que c'est vraiment très individuel. On est tous différents. Il y a pas de régime miracle qui convient à tout le monde et tout. Et il y a une notion dont j'ai pas parlé, c'est aussi que sur ces deux sources d'énergie, donc pour faire simple, il y en a une, les sucres, qui est plus difficilement stockable par l'organisme, ce qui fait qu'on a à peu près 2000 calories stockées en nous, sous la forme de sucre, donc de glucose, de glycogène. Et à l'inverse, comme je te disais, on a 5 kilos, 10 kilos de matière grasse, donc potentiellement des centaines de milliers de calories stockées en nous. Donc déjà, la différence entre ces deux énergies, c'est qu'il y en a une qui est stockée en bien plus grande quantité, ce sont les matières grasses. Et par contre, il y a aussi pourquoi l'organisme utilise une source d'énergie plutôt qu'une autre, c'est aussi par rapport à l'intensité de l'effort. Donc en fait, les sucres, c'est vraiment l'énergie idéale pour les efforts très intenses, enfin pour les efforts intenses. Et en fait, plus tu fais un effort intense, plus ton corps va utiliser des sucres. Plus tu fais un effort doux, donc typiquement de la course à pied à très basse intensité où tu es capable de parler, ou même de la marche, ou même au quotidien, si tu fais pas d'effort, tu es en train de travailler, ton corps va quand même brûler des matières grasses, même si tu n'es pas en régime cétogène. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que pourquoi ton organisme va pas brûler des matières grasses? Parce qu'en fait, comme je te disais, euh, les matières grasses, c'est plus dur à utiliser pour ton corps de puiser dedans. Et tant qu'il aura du sucre à disposition, il va puiser dans le sucre. Il y a aussi un autre facteur, c'est un facteur hormonal qui est que quand tu vas manger du sucre, ton corps va sécréter de l'insuline qui est l'hormone régulateur du sucre. Par exemple, en gros, tu manges du sucre, ta glycémie augmente, ton corps aime pas forcément avoir une glycémie trop élevée. Du coup, il va sécréter de l'insuline qui est l'hormone qui va permettre de réduire ta glycémie, donc ton taux de sucre dans le sang. Et donc, du coup, ta glycémie revient à des niveaux acceptables. Mais par contre, l'insuline, c'est une hormone qui inhibe la capacité de ton corps à taper dans ces matières grasses. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de commencer par vraiment limiter au maximum en sucre
et en glucides dans ton alimentation. Parce qu'en fait, quand tu vas, ne plus manger de sucre et ne plus manger de glucides, ta glycémie ne va pas augmenter parce que tu manges pas de produits qui vont augmenter ta glycémie. Du coup, dans ton corps, tes niveaux d'insuline vont baisser et puisque l'insuline, ça inhibe la capacité de ton organisme à brûler des matières grasses, et ben, ton corps va être plus apte à brûler des matières grasses. Donc, c'est en gros, pour faire scientifiquement, très schématiquement, mais c'est le schéma qui fait que, en gros, faut retenir que tant que tu manges du sucre, ton corps a pas intérêt à taper dans ces matières grasses. OK. Du coup, si pour des efforts, courts et intenses, on est plutôt sur des filières glucidiques, est-ce que à ce moment-là, ça peut être néfaste d'avoir un régime cétogène au quotidien? Ou est-ce que, au final, on finit par s'habituer aussi pour ça? Ou je sais pas, toi, comment tu fonctionnes, par exemple, si tu fais Ouais, des séances de qualité ou, ce genre de choses? Est-ce que, à ce moment-là, tu consommes des glucides, par exemple? ouais, alors ça, en fait, c'est vraiment à essayer. Ce qu'il faut retenir, c'est que, quand tu commences le régime cétogène, déjà, il faut réduire son intensité d'effort. Moi, je conseille de pendant 1 mois ou peut-être même un peu plus, bah, je veux pas dire trop longtemps parce qu'après ça fait peur aux gens, mais en gros, faut retenir que pendant quelques semaines, il faut, réduire son intensité d'effort parce que comme je te disais, le sucre, enfin quand tu vas monter dans les tours et quand tu vas faire de l'intensité avec le cœur qui va très haut et tout, ton organisme va demander du sucre. Et puis aussi, on dit souvent qu'en régime cétogène, on se transforme un peu en diesel, ce qui fait que, heu, de toute façon, quand tu commences le régime cétogène, si 2 semaines plus tard, tu vas te faire une séance sur piste d'intensité, un 12 fois 400, un 6 fois 1000 ou quoi, bah, malheureusement, tu vas pas avoir le punch pour aller aux mêmes vitesses que tu avais l'habitude d'aller. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, quand tu commences le régime cétogène, il faut, pendant quelques semaines, quelques mois, y aller tranquille. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal de commencer le régime cétogène juste après ta coupure hivernale ou loin des échéances de tes compétitions, de tes marathons et tout. Et, et euh, ensuite, normalement, mon expérience personnelle, c'est que au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, voire 4, 6 mois ou quoi, ben, tu vas pouvoir revenir sur des efforts qui sont plus intenses. Tu vas retrouver ton niveau en compétition ou lors d'efforts fractionnés et tout. Ce qui fait que moi, tu vois, j'ai passé des années complètes en cétogène très strict où je faisais les mêmes séances d'entraînement au club d'athlé que je faisais avant. Tu vois, je faisais les séances de piste, je faisais les intensités, je faisais les compétitions. Ça allait très très bien, tu vois. Mais après, ça, c'est vraiment à tester personnellement. Et après, il y a une autre approche qui peut être à expérimenter. C'est plutôt l'approche un peu plus low carb. Au début du podcast, je t'ai dit, moi, j'aime pas forcément parler de cétogène. Je préfère parler de régime pauvre en glucides avec un S parce que ça englobe plusieurs types de régimes. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on parle de cétogène parce que c'est le régime le plus strict, donc le plus pauvre en glucides, où généralement on est en dessous de 20 à 25 grammes de glucides par jour. Glucides, c'est pas 25 grammes de sucre blanc, c'est 25 grammes de glucides, ça veut dire peut-être quelques centaines de grammes de légumes dans ta journée, mais tu vois, après quelques centaines de grammes de légumes, tu manges plus rien, tu vois, en sucre. Donc c'est le régime le plus restrictif. Mais après, tu as d'autres régimes qui sont par exemple les régimes low carb, qui sont un peu plus souples, où là, tu peux réintroduire des fruits, tu peux mettre un peu plus de légumes, tu peux manger des légumineuses par exemple, donc c'est un régime plus souple, mais qui fait quand même travailler les filières lipidiques, donc pour faire des entraînements à glycogène bas. Et ça peut être une alternative qui est assez intéressante parce que à la fois, tu vas apprendre ton corps à brûler des graisses pendant l'effort, mais à la fois, tu vas pouvoir manger un peu plus de glucides, de sucre autour des efforts un peu plus longs. Donc ça, pour les gens qui font des efforts, des sports qui demandent des efforts très intenses, comme on parlait de course à pied parce que c'est un peu notre domaine privilégié, donc avec de l'intensité. Ça peut être des sports, par exemple, d'équipe ou tu vois, par exemple, en foot ou en basket. Bah, en fait, tu vas pas dire à ton coach: «Bah, écoute, moi, pendant 2 mois, je vais pas faire de sprint quand faut aller chercher le ballon à l'autre bout du terrain». Bah, non, ça marche pas comme ça. Tu obligé à un moment donné de sprinter et tu décides pas quand ça va être. Faut que ton corps, il soit prêt, à un moment donné à sprinter, même quand tu l'as pas décidé. Donc pour ce genre de sport, ou pour des sports qui demandent des efforts très intenses, ça peut être intéressant d'avoir,
une approche un peu plus low carb où là, finalement, c'est le meilleur des 2 mondes parce que tu es capable de faire des entraînements, à glycogène bas, tu crains plus de faire, des sorties longues, des 3-4 heures, sans manger de glucides. Pendant ces séances longues ou à basse intensité, tu vas apprendre à ton corps à brûler, à utiliser des matières grasses comme, carburant principal. Mais pour autant, le jour où tu as une compétition à faire ou le jour où tu as un entraînement un peu fractionné, où là, il va y avoir de l'intensité, tu peux remettre un peu de glucides et là, tu remets un peu de juste ce qu'il faut d'énergie. Donc, tu sais, ça peut être, c'est pas énorme, hein, ça peut être une banane, ça peut être un petit peu de riz ou un petit peu de pâte avant ton épreuve. Et ben là, ton corps, il a des glucides et il peut remettre un peu d'intensité grâce aux glucides. Donc moi, tu vois, après, j'ai navigué dans plein de types d'alimentation pour en glucides avec les années. Tu vois, j'ai fait des années complètes vraiment saisonnières très strictes. J'en ai fait d'autres ou des étés ou quoi, ou des périodes, tu vois, avec les fêtes ou quoi, où je me prends un peu moins la tête sur mon régime, où je mange des fruits l'été. Ou alors, en ce moment, je suis plus sur une approche où je sais qu'au quotidien, quand j'ai pas de compète, le plus je serai en pauvre en glucides, en cétogène assez strict, le mieux ça sera. Par contre, en compète, je vais remettre, des glucides et là, bah, c'est bien parce que je trouve que ça me remet le coup de boost qui va être appréciable ou par exemple sur une compète très longue et ben, il y a toujours un moment où tu as besoin d'un petit coup de boost et là, c'est cool de manger des glucides ou même aussi, tout simplement d'un point de vue, moral, d'un point de vue de tu vois, sur l'UTMB, quand ça fait 30 heures que tu es sur les sentiers, tu en as ras-le-bol, tu es fatigué, tu as envie de dormir, tu en peux plus de manger que du saucisson ou que du fromage ou quoi et ben j'ai fait le choix il y a quelque temps de me dire: «Bah, quand ça va t'arriver», parce que tu sais que sur des efforts très longs, ça va t'arriver, mange ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir au ravito. Et là, vraiment, tu vois, je mange des fruits à volonté, je mange, des barres de céréales, des trucs comme ça et heu et malgré le fait de dire: «Je mange du sucre à volonté», quand je compte et ben, je m'aperçois que je mange 10 grammes par heure de sucre, par heure d'effort. Ce qui représente toujours, 5 ou 10 fois moins que ce qui est recommandé. Donc parce que mon corps, il est capable d'utiliser des matières grasses et d'utiliser du sucre, mais vraiment de façon, assez conjointe. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que c'est pas blanc ou noir. Soit tu es en cétogène et tu utilises 100 de matières grasses pour les efforts, soit tu es pas en cétogène et tu utilises 0 de matières grasses et 100 de sucre. Non, c'est vraiment à nuancer. Tout le monde, dans ses efforts, va utiliser à la fois des matières grasses et des sucres. C'est juste qu'avec ton entraînement et avec ton alimentation, tu peux augmenter ce pourcentage, ce ratio de lipides et c'est intéressant parce que si tu passes ton pourcentage de lipides de 20 à, 70-80, bah, tu as besoin de moins de sucre et là, pour les efforts très longs, c'est intéressant parce que, tu sais, la consommation de sucre, c'est souvent associé à des problèmes digestifs et des problèmes gastriques et malheureusement, les problèmes digestifs, c'est une des grandes causes d'abandon en ultra trail ou de problèmes pendant sa course et moi, j'ai constaté que le fait, du coup, de manger des sucres, mais d'en manger beaucoup moins que d'autres gens, j'ai moins ce risque de troubles digestifs et ça, c'est hyper appréciable sur le long terme. Ce que j'allais te demander justement, c'est quoi un petit peu au final les intérêts concrets, que ce soit, du point de vue de la performance ou au niveau de la santé? Mais du coup, ouais, si je comprends bien, c'est un intérêt Ouais, du point de vue de la performance, que ça te permet de tenir plus enfin sur les efforts longs surtout, parce que ça te ouais, permet de tenir plus longtemps et sans ouais. avoir, forcément, enfin en limitant un peu plus les problèmes digestifs qui sont souvent, l'une Ouais, des causes numéro 1 d'abandon, c'est ça? c'est exactement ça. Ouais, les deux avantages principaux, c'est, pas d'hypogly pas d quasiment pas d'hypoglycémie, ça veut dire, énergie stable, glycémie, quasiment stable pendant tout l'effort et le deuxième, le corollaire de tout ça, enfin, c'est le risque de troubles digestifs qui est vraiment limité. Tu vois, quand je te parle de glycémie stable, moi, j'ai testé, j'ai fait, j'ai testé avec des capteurs de glycémie, que tu mets sur le bras qui te mettent ta glycémie en continu, heu, notamment sur des marathons et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai battu mon record au marathon de Paris, j'ai fait 2h58, 14. Je l'ai fait, à jeun. Ça veut dire, OK. j'ai mangé le soir, la veille de la course. Par contre, j'ai pas mangé de petit déjeuner, j'ai juste bu un café. Donc je suis parti, j'ai pris la ligne de départ sans petit déjeuner et pendant la course, j'ai rien mangé au ravitaillement. J'ai juste bu de l'eau.
Mais avec ça en tête que si j'avais envie de manger, si j'avais besoin de manger, si pour ma santé et je trouvais ça j'avais plus d'énergie, bah, je me limiterais surtout pas à manger, des quartiers d'oranges, des bananes, tout ce qu'il y a sur les ravitaux, tu vois? Mais pour autant, bah, les kilomètres passant, 1er ravito, 5, 10e, 15e kilomètre, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai une super énergie, donc je vais continuer comme ça et puis on verra jusqu'au bout» et j'ai pas eu le mur du marathon, tu sais, ce fameux mur qui fait peur à tout le monde et j'ai battu mon record comme ça, donc 2,58. Donc super, mais par contre, j'avais pas de données, tu vois? Parce que je disais à tout le monde: «Ouais, énergie infinie, énergie stable, glycémie stable», mais par contre, j'avais pas de données pour prouver. Donc cette année, en avril 2024, là, je retourne au marathon de Paris, mon capteur sous le bras, donc trop content, hyper confiant parce que j'avais fait une super prépa, donc je me suis dit: «Bah, vas-y, le 2h58, les mains dans les poches, je vais faire 2h53 ou je sais pas», tu vois? Bon, malheureusement, le sport, ça se passe pas forcément comme on veut, donc je bats pas mon record, mais je fais, 2h59-55. Je m'arrache sur la dernière ligne droite pour faire le moins de 3 heures. Donc bon, au final, j'ai pas de record, mais j'ai un beau petit moins de 3 heures pour 5 secondes. Pas de record, donc un peu déçu. Mais par contre, je m'empresse, une fois la ligne d'arrivée passée, de regarder les résultats de ce capteur de glycémie sur l'application. J'ouvre l'application et là, je vois une droite qui est alors, tu sais, tu d'un marathon, t'as la vue qui est un peu troublée, enfin, tu un peu fatigué, quoi, normal. Mais malgré ça, je vois une ligne sur mon application qui est tellement stable, tellement droite que je me dis: «Bah non, c'est pas possible, mince, le capteur il a pas marché, je suis déçu parce que, il a mis une valeur stable parce qu'il a pas marché». Bon, je rentre chez moi, enfin le lendemain, tu vois, j'exporte les données sur mon ordi et là je regarde la courbe, je me dis: «Mais en fait si, il y a eu une variation, mais c'est qu'elle est tellement stable qu'il faut, vraiment changer l'échelle», tu vois, pour voir, vraiment, s'il y a vraiment eu des changements et là je m'aperçois qu'en effet, il y a eu des variations donc elle est pas stable dans le sens où c'est pas, 110, pendant, 3 heures d'affilée. Mais elle a tu vois, ma glycémie, elle avait commencé genre à 100 ou 110. Il y a eu une petite augmentation de la glycémie, pendant la première demi-heure de course, parce que probablement l'organisme se dit, «OK», il sécrète des hormones, genre l'adrénaline ou quoi, ou le cortisol parce que tu fais un effort et du coup, il se dit: «OK, pour cet effort, j'ai besoin d'avoir une glycémie un peu plus haute». Donc tu vois, c'est assez bluffant parce que le corps, il est capable d'augmenter sa glycémie sans manger de sucre. Donc ça, c'est une découverte, enfin, je trouve ça assez chouette et par contre, après, une fois que la glycémie, elle a un peu monté et elle est un peu redescendue pour se stabiliser, là, pendant 2 heures, elle était hyper stable. Donc tu vois, je trouve ça hyper intéressant dans tout ça, c'est que moi, je suis pas du tout avec les années, je suis plus un militant, absolu du régime cétogène à dire à tout le monde: «Mais regardez, le régime cétogène, c'est vraiment ce qu'il faut faire et tout». Par contre, tu vois, je témoigne pour moi parce que moi, ça m'a apporté des choses. Comme je te disais, moi, maintenant, je suis plus du tout aussi strict qu'au départ. Je veux dire, j'ai des repas normaux dans la semaine, je me prends pas trop moins la tête. Mais par contre, j'ai des données pour, valider un peu ce que j'ai essayé sur moi-même et je trouve que dans tout ça, ce qui est assez important, enfin, si j'avais un message à faire passer, c'est si on est curieux d'essayer sur soi-même, de tenter des choses. Vraiment pas tenter aveuglement parce que, on joue pas avec sa santé, faut pas faire n'importe quoi, ça peut être dangereux. On fait pas un marathon à jeun du jour au lendemain. Il faut aller voir des médecins si on a le moindre doute et tout. Mais moi je trouve ça intéressant de tester sur soi-même, tu vois? Tester les courir en sandales, tester courir, un peu à jeun et tout et après tirer des conclusions, tu vois? Bon, je trouve qu'on faut pas mourir bête donc c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Ouais, je suis d'accord et du coup, justement, sur le point de vue un petit peu, santé, qu'est-ce Ouais. que tu as remarqué, toi, un petit peu déjà, bah, de ton expérience à toi sur les plusieurs années où tu l'as testé et je sais pas, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites un petit peu sur le sujet, voir si au long Ouais. cours, il y a pas de souci? Est-ce que ça peut provoquer des dérèglements hormonaux, par exemple, ou ce genre de choses? Ouais. Alors, bah, pour la santé, le régime cétogène, c'est un régime qui est connu pour favoriser la perte de poids. Il y a pas mal d'études, de méta-analyses et tout qui montrent qu'il y a une meilleure perte de poids en régime cétogène qu'en régime, plus riche en glucides, mais pauvre en matières grasses et réduit en calories, des trucs comme ça. Donc déjà, le fait de perdre du poids grâce au régime cétogène, c'est quelque chose qui est connu, qui est établi scientifiquement. Bon, moi, je suis pas dans ce cas-là parce que j'ai commencé le régime cétogène, je devais faire, 60 kilos tout mouillé pour 1,75 m, tu vois? Donc, j'ai jamais eu de poids à perdre et j'en ai pas perdu, en régime cétogène. Par contre, moi, j'ai remarqué aussi que quand on est en régime cétogène, on a moins ce truc de fringale, même au boulot, on a une énergie et une humeur qui est plus stable et ça qui est assez cool, tu vois? On a moins ce truc
de fringales de 10-11 heures après un petit déj riche en sucre. On n'a pas ce gros coup de barre à 15 heures après avoir mangé un repas. Après, un autre truc, il y a des craintes en régime cétogène parce que on va augmenter sa consommation de matières grasses et notamment de matières grasses saturées. Donc ça fait peur à tout le monde et tout, notamment par rapport au cholestérol et tout. Mais maintenant, on sait qu'il y a pas mal d'études sur le sujet qui montrent que, en fait, la crainte que le cholestérol s'associe à des problèmes de santé, bah, en fait, c'est pas du tout établi. Et en fait, même si on mange plus de matières grasses, et souvent, ce qu'on remarque, c'est que le taux de cholestérol peut augmenter au début du régime cétogène, mais après, il se restabilise assez rapidement. Et en fait, c'est pas associé à une hausse de mortalité euh, à ce niveau-là, tu vois. Donc, ouais, le régime cétogène, il y a des études qui ont été menées dessus, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la perte de poids, au niveau du sport aussi. Mais par contre, ce qui est compliqué par rapport aux études au niveau du sport, c'est que déjà, on en a parlé pas mal de fois, mais pour avoir des données sur l'amélioration des performances sportives, il faut tenir le régime cétogène assez longtemps. Et malheureusement, les études, elles sont souvent faites sur une durée trop courte, genre 2 semaines. Tu vois, donc, et en fait, sur 2 semaines, t'es en pleine céto-adaptation. Donc, ton corps, il a pas retrouvé toutes ses facultés physiques. Et donc, si tu demandes à quelqu'un de recourir sur tapis, et ben, en fait, ses performances vont être moindres. Donc, en fait, tu vois, souvent, les études, elles sont sur des durées trop courtes pour établir qu'il y a un vrai intérêt sur la performance sportive. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est compliqué à évaluer, c'est que moi, j'ai toujours dit que, enfin, tu vois, même moi personnellement, si on repart sur mes performances, bah forcément, en 8 ans de régime cétogène, j'ai battu tous mes records sur marathon, sur semi-marathon et tout. Mais en fait, quel que soit le régime alimentaire, si quelqu'un fait de la course à pied de façon assez assidue, de façon assez sérieuse, bah, si il s'entraîne bien en 8 ans ou même en 2 ans, bah, il va battre ses records sur toutes les distances. Mais par contre, euh, sur mes records, elle est où la part dans la part sur l'entraînement? Est-ce que c'est l'entraînement qui a fait que j'ai amélioré mes records? Est-ce que c'est l'alimentation qui a fait que j'ai amélioré mes records? Est-ce que c'est un autre facteur, le matériel ou quoi? Et en fait, puisqu'il faut une assez longue durée pour établir que le régime cétogène, ça améliore les performances, et que plus on augmente dans le temps, plus il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment l'entraînement, qui fait que fatalement tu vas améliorer tes performances. Ça fait que finalement, on n'établira jamais que le régime cétogène, intrinsèquement, ça améliore les performances. Donc le consensus scientifique, c'est que le régime cétogène n'améliore pas les performances. Et du coup, la réponse que tout le monde a à tout ça, c'est bon, le régime cétogène, ça améliore pas les performances. Du coup, ça sert à rien de faire le régime cétogène si on cherche la performance sportive. Moi, ce que je réponds souvent à tout ça, c'est que moi, j'ai commencé le régime cétogène pour la performance parce que à l'époque, j'étais assez obnubilé par tout ça. Mais j'ai découvert que finalement, il y avait d'autres avantages au-delà de la performance. Et selon moi, le fait de ne pas faire d'hypoglycémie, du coup, d'avoir une énergie vraiment stable pendant toutes ces semaines d'entraînement, le fait de réduire son risque de problèmes gastriques, alors que 30% à peu près des abandons sur un ultra trail, ils sont liés aux problèmes gastriques, mais finalement, potentiellement, ça peut te réduire cette part de ce risque d'abandon en problème gastrique. Donc, ce qui fait que moi, j'ai découvert que indirectement, personnellement, je trouvais des bénéfices à être en régime cétogène, mais qui sont pas forcément quantifiables, et on ne saura jamais si... tu vois, moi, je ne saurais jamais si j'avais passé 8 ans en régime riche en sucre plutôt qu'en régime cétogène, est-ce que mon record sur marathon, il serait mieux, il serait moins bien? On ne saura jamais, tu vois. Mais à la limite, c'est même plus le sujet, parce que moi, j'y trouve un bénéfice au quotidien, un plaisir au quotidien de me sentir bien et tout, et je trouve que c'est le plus important. OK. Et justement, en dehors, peut-être de l'aspect, sportif, est-ce que le régime en low carb, ça a influencé un petit peu, d'autres choses, d'autres aspects de ta vie, que ce soit ton bien-être en général, ta récupération, ta santé mentale, ce genre de choses? Écoute, j'en ai déjà parlé, ouais, sur le fait
d'avoir moins de sauts d'humeur, moins de sauts d'humeur, avoir un humeur plus stable, un niveau d'énergie plus stable, au quotidien, ouais. Heu, donc ça, je l'ai déjà dit. Après moi, j'avais un problème de psoriasis aux cheveux, enfin, tu vois, un problème de peau et ça, moi, j'ai eu beaucoup moins de problèmes de peau, de psoriasis heu, quand je me suis lancé après m'être lancé en cétogène. Tu vois, c'est un truc où je faisais des crises où si j'avais pas de crème ou de médicaments ou quoi, bah, c'était invivable parce que je faisais vraiment des crises où je m'arrachais les cheveux, je me grattais vraiment très fort. C'est connu aussi donc pour les problèmes de peau où moi, tu vois, j'ai jamais eu d'acné ou quoi, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui témoignent sur la baisse des boutons ou de l'acné ou la beauté de leur peau ou la beauté de leurs cheveux, des cheveux plus durs, une peau plus souple, moins cassante et tout parce que tu vas même manger beaucoup plus de matières grasses, plus de collagène et ça c'est des nutriments qui vont améliorer, ta peau donc il y a aussi des avantages à ce niveau-là, ouais, qui sont, heu, qui sont assez agréables. OK et juste on l'a juste, rapidement évoqué, tout à l'heure, mais c'est quoi un petit peu du coup ta stratégie concrètement en course? Est-ce que parce que tu nous disais que tu Ouais. prenais un petit peu, plus sur des longues distances du coup, mais tu nous disais que, ouais, que tu prenais un petit peu ce qui te faisait envie, mais j'imagine qu'il y a quand même un minimum de préparation derrière. Comment est-ce que tu abordes un petit peu Ouais, la chose? carrément. Bah, en fait, ça dépend vraiment de la durée de l'épreuve. Comme je te disais, jusqu'au marathon, moi, a priori, tu vois, sur semi-marathon, marathon, des efforts inférieurs à 3 heures, je sais que j'aurais pas forcément besoin de prendre trop de ravitaillement, donc je bois de l'eau au ravitaillement parce que tant que j'observe pas que ma glycémie, elle diminue trop, j'en mange pas. Par contre, ma stratégie sur des efforts plus longs où là, bah, 30-35 heures, tu vois, j'ai mis un peu moins de 36 heures à l'UTMB, donc c'est des durées d'effort où tu passes plusieurs jours sur les sentiers, donc tu as quand même intérêt à manger. Là, ma stratégie, en fait, ça va être de manger, heu, de manger vraiment à ma faim, donc surtout pas me limiter au ravitaillement, des produits, au maximum pauvres en glucides. Donc ce qui est bien, c'est que sur les épreuves longues, sur des trails, normalement, ça se trouve facilement les produits pauvres en glucides. Donc typiquement, ça peut être, comme je te le disais, fromage, jambon, saucisson, cacahuètes, même si bon, dans l'idéal, les cacahuètes, c'est riche en oméga 6, donc faut quand même éviter, mais bon, en compétition, ça peut le faire, ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même bon. Du chocolat, assez fort, donc assez haut en cacao. Heu, ça, on va dire que ça, c'est vraiment la base de mon alimentation. Je me limite surtout pas en ça. Et par contre, en dehors de ça, bah, je me limite pas trop, en glucides. Donc là, bah, l'idéal, c'est toujours des produits, non transformés, donc des fruits, donc tu vois, quartier d'orange, je sais que ça fait plaisir, un petit quartier de banane, Cet été sur des trails où il faisait extrêmement chaud, j'ai découvert la pastèque et ça, c'est un immense bonheur parce que c'est frais, ça réhydrate, ça fait trop du bien et il faut aussi retenir que la dimension plaisir dans les ravitaillements, c'est hyper important parce que tu fais une épreuve de 4-5 heures, 6 heures, tu peux passer 6 heures à manger que des gels énergétiques dégueux, mais vraiment sur 30 heures ou 40 heures, en fait, la dimension plaisir, la dimension récompense, tu vois? Si tu sais que tu as un ravitaillement, qui est dans 5 kilomètres, bah, il faut que tu aies une carotte pour, t'encourager à y aller donc c'est là où tu vois, bah, sur les produits sucrés, au mieux les produits, un peu naturels, des fruits, c'est le mieux. Après je sais que maintenant il y a plein de marques de de barres énergétiques qui ont des produits qui sont finalement hyper sains, tu vois? Genre des barres, énergétiques où la base de la barre, c'est genre des noix de cajou ou des purées de dattes, avec, en plus, un petit produit sucrant ou un petit produit, des petites graines, tu vois? Bah, en fait, ça, c'est bien parce que c'est hyper naturel aussi. Donc tu vois, je me prends pas trop la tête. En vrai, je pioche, dans ce qu'il y a dedans et et ouais, encore une fois, moi, tu vois, le fait de pas courir le ventre trop plein, tu vois? De finalement, je m'aperçois qu'au ravitaillement, je picore, mais je mange pas, tu vois? C'est assez marrant parce que quand je cours avec d'autres gens, avec des potes sur des épreuves très longues comme ça, en fait, je m'aperçois qu'eux, ils mangent toutes les demi-heures, ils sont à manger et moi, je me dis: «Bah, en fait, j'ai pas trop faim donc je mange moins» et c'est assez agréable de se concentrer sur son effort plutôt que de se concentrer sur, devoir se gaver d'aliments, tout le temps, quoi. OK et du coup, c'est très rare aujourd'hui maintenant que tu aies des problèmes gastriques du coup, pendant les courses? Ouais, bah, ça en vrai, j'ai plus de problèmes gastriques. Ça fait 8 ans que j'ai pas eu d'hypoglycémie, donc tu vois, ouais, ça a complètement disparu,
Alors je veux pas vendre aux gens je crois pas du tout au régime miracle et je veux pas vendre aux gens, regardez, faites le régime cétogène, tu sais, comme vu à la télé en téléachat là, regardez, faites le régime miracle, vous n'aurez plus d'hypoglycémie, vous n'aurez plus de problème gastrique du jour au lendemain, vous allez battre tous vos records. Non, c'est pas un régime miracle, loin de là. Mais ouais, par contre, moi, je fais plus d'hypoglycémie. Je pense que d'avoir changé d'alimentation, changé de regard sur l'alimentation, ça m'a beaucoup aidé dans mes épreuves hyper longues, tu vois. Je veux dire, faire 2500 km à vélo, faire 7 jours de vélo non-stop jour et nuit. Bah, en fait, si t'as pas des convictions fortes dans l'alimentation, que ce soit une alimentation cétogène comme moi, ou que ce soit parce que tu as expérimenté une alimentation hyper riche en sucre et que ça marche pour toi, c'est ok, tu vois. Mais je suis persuadé que d'avoir une alimentation qui me correspond et une immense confiance dans mon alimentation, dans le fait de me dire, bah ok, je sais que quoi qu'il arrive, et ben mon organisme il va être capable de pédaler 7 jours d'affilée. Je serai pas hyper fort, j'aurai pas forcément je serai peut-être un peu lent et tout à des moments, je serai fatigué ou quoi, mais ça va toujours tenir. Et ça m'a vraiment donné une confiance qui est hyper cool, qui est hyper agréable et c'est pour ça que finalement je me retrouve en régime cétogène et que je le tiens depuis tellement de temps. OK. Du coup, peut-être pour celles et ceux qui seraient un petit peu, curieux, à ce niveau-là, ce serait quoi un petit peu les recommandations pour faire les choses bien? Est-ce qu'il y aurait, Ouais, des contre-indications ou ce genre de choses? carrément. Bah alors déjà le mieux c'est de lire au maximum, de se renseigner parce que comme je te disais, moi quand j'ai commencé, je savais même pas le nom que ça avait, donc autant te dire qu'au niveau du contenu, quand tu tapais cétogène sur internet, tu trouvais rien en français. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire un peu là-dessus. Donc déjà beaucoup lire, beaucoup se renseigner, pas faire n'importe quoi, aller voir un professionnel de santé, un médecin, lui parler du sujet, pour pas, parce que ça peut avoir des répercussions sur sa santé si on fait n'importe quoi. Heu, Après c'est d'être un peu strict au début parce que faut pas faire n'importe quoi, faut laisser le temps à son organisme, donc vraiment prendre le temps qu'il faut. Parce que ça prend du temps, c'est pas un régime miracle, c'est pas un régime qui dure du jour au lendemain où vous avez des résultats, c'est plutôt sur le long terme qu'il faut le voir et aussi adapter son entraînement, heu, comme je te disais, arrêter un peu l'intensité quelques semaines, même si on aime bien courir vite, se faire un petit peu mal à l'entraînement, bah, prenez le temps, si c'est l'hiver et que vous avez une compétition 6 mois plus tard, profitez de ce temps-là, profitez après votre coupure pour reprendre tranquillement, en n'allant pas vite et heu et ouais, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que il faut pas avoir s il faut penser à sa santé, à son bien-être sur le long terme. Je trouve on est dans un monde où on attend trop de résultats sur le court terme, tu vois? On n'aime plus attendre, on n'aime plus être patient et je pense que c'est pas mal aussi. Ça fait, ça oblige à redevenir patient et d'attendre un petit peu et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, quand on s'aperçoit des résultats, de se dire: «Bah, en fait, ouais, je me sens mieux, j'ai une énergie plus stable, j'ai moins d'hypoglycémie», bah, assez plaisant. Il me reste, 3 petites questions rapides à te poser. Est-ce que, avant ça, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder, un message que tu aimerais faire passer ou ce genre de choses? Bah, écoute, non, j'en ai pas, juste me souhaiter bonne chance pour essayer de traverser la France l'année prochaine, mais non, non, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, et essayer de courir en sandales aussi. Je sais que tu as eu d'autres invités qui en ont parlé sans doute, plus longuement, que moi, mais ouais, carrément, courir naturellement, d'un point de vue de l'alimentation et du matos, c'est agréable. Ouais, moi aussi, je pense que je vais m'y mettre, comme je te disais en off, la Ah course en bah, ouais, sandales, il ça faut. commence à ça commence à m'attirer un petit peu quand même. Bah, faut essayer et puis si tu t'aperçois que c'est pas pour toi, il y a pas de souci, mais je Oui, trouve c'est qu'il ça, faut ouais, pas mourir bête, ouais. exactement. Du coup, pour conclure l'épisode, j'ai 3 petites questions rapides. La OK. première, c'est: est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Et bah, écoute, bah, j'allais répondre Born to Run de Christopher McDougall, mais puisque je l'ai déjà cité, c'est un joker et je vais en citer un autre, mais ouais, allez lire Born to Run, c'est quand même une belle histoire bien écrite et c'est assez plaisant. Heu, mais sinon, je pensais à La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un auteur que j'adore vraiment et son autobiographie La promesse de l'aube est vraiment magnifique, il y a des belles valeurs, c'est hyper humaniste, c'est un beau récit, humain donc j'adore cet auteur et je trouve ça cool je me replongerais bien là-dedans, le fait de t'en parler alors que ça fait longtemps que je l'avais lu, ouais. OK. D'ailleurs, tu peux peut-être en profiter pour citer ton livre. Il me semble que tu en avais écrit un sur, Ouais,
Eh ben, carrément, avec plaisir. Bah, du coup, j'ai eu la chance d'écrire, Performer en mode cétogène, chez les éditions Thierry Soucard Éditions. Et en fait, pour parler en 2 mots de ce livre, c'est qu'il y a pas mal de livres maintenant qui sont sortis sur le régime cétogène, mais plutôt du point de vue du médecin, du scientifique. Et ce qui est hyper intéressant, mais moi, j'ai proposé à Thierry Soucard le fait d'écrire un livre avec toutes les données scientifiques, qui sont hyper importantes, mais aussi du point de vue du pratiquant, de celui qui a été en régime cétogène depuis 8 ans et qui sait un peu de quoi il parle et qui est capable de donner des conseils vraiment concrets pour les gens qui souhaitent se lancer. Et je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue pour des gens où c'est plus facile de s'identifier plutôt que de juste quelqu'un qui cite des données, mais c'est pas très personnel et on sait pas forcément comment les utiliser vraiment concrètement, ces données. Donc voilà, merci pour l'espace promo. Je t'en prie. Du coup, deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Oula, c'est 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 complexe profond. comme question. J'espère, ça, on Ouais, tu dirait peux prendre 30 que se c'est tu peux te après prendre ma 30 mort ou secondes. quoi. Ouais, non, bah, ce que je trouve, enfin moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de vraiment, aussi, faire des choix sportifs ou autres, vraiment avec son instinct. C'est de c'est que je trouve que, enfin, je déplore pas mal dans le milieu du sport que c'est finalement un milieu assez policé, tu vois? Où il y a des façons de faire, tu vois, au niveau du matériel, il faut courir avec tel matos, il faut manger ci et ça et en fait, je trouve ça un peu triste parce que finalement tout le monde fait un peu pareil, tout le monde, c'est un peu monotone et un peu ennuyeux et je trouve ça important aussi de ressentir son instinct, même en termes de comment s'entraîner ou pourquoi s'entraîner et tout. C'est vraiment que faut que ça vienne du cœur, faut que ça vienne de son instinct et il faut à un moment donné, tu vois, c'est comme quand tu me dis: «Vas-y, j'ai envie de courir en sandales», bah, je trouve qu'on a tous, des petites envies qui font un peu peur. On se dit: «Mais mince, ça fait peur parce que c'est un peu l'inconnu et je sais pas ce que ça va être». Bah, à la limite, j'ai envie de dire, si vous avez envie de tenter un truc un peu fou ou qui change un peu de votre pratique, faites-le et je pense que vous aurez que du bénéfice à en tirer et si vous apercevez après que c'est pas pour vous, bah, retournez à ce que vous avez fait d'habitude, mais on a toujours à apprendre à modifier un peu sa pratique, à se surprendre, à tenter un autre sport qu'on n'envisageait pas du tout, à aller, faire du tennis avec un pote ou faire du crossfit avec un pote alors que c'est pas du tout notre domaine, il faut sortir un peu de sa zone de confort, je trouve et ça fait toujours du bien. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et du Trop coup, bien. dernière question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Ouais, bah, écoute, alors sur des courses d'ultracyclisme de 1 500 kilomètres et tout, ouais, il y en a plein, bah, tiens, là, je pense à un au re puisqu'on était plutôt en course à pied dans ce podcast, je pense à mon record, personnel en semi-marathon que j'ai fait l'année dernière où, pour la petite anecdote, je courais avec un modèle de sandales que je maîtrisais pas du tout et je me suis aperçu après coup qu'il allait pas du tout sous la pluie. Je prends le départ du semi-marathon avec ces sandales après un super entraînement, donc j'étais vraiment en forme et tout. C'était le semi-marathon de Lille où il commence à pleuvoir. Lors des premiers kilomètres, alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu cette météo, et sinon j'aurais mis des chaussures normales. Et là, je sens qu'à cause de la pluie, au 4e ou 5e kilomètre, j'ai le pied qui glisse dans la sandale. Donc à chaque pas que je fais, je dépense une énergie folle à essayer de remettre de l'énergie pour repartir dans l'avant, alors que j'ai mon pied qui glisse et tout. Et là, on arrive au 4e ou 5e kilomètre et je me dis, mais en fait, il me reste 15 kilomètres à faire. Je vais jamais pouvoir le faire dans ces conditions. Et instinctivement, mon cerveau, il réfléchit pas et tu vois, j'étais à une allure assez, enfin, tu vois, j'avais le cœur qui était à fond et tout, donc j'avais pas toutes mes capacités mentales et je me dis: «Bah, laisse tomber, je peux pas faire 15 kilomètres comme ça ou alors je le fais en footing, mais c'est pas le but». Heu et je me suis arrêté, j'ai pris mes chaussures, je les ai jetées sur le bord de la route et j'ai continué, les 15 kilomètres restants et en fait, au 5e kilomètre, je me suis retrouvé, pieds nus, et en fait, on était un super groupe, j'avais des potes qui faisaient le meneur d'allure et tout, donc voilà et j'ai fait les 15 kilomètres du semi-marathon pieds nus et en fait, je bats mon record pieds nus comme ça donc je sais même plus ce que c'est comme j'ai fait 1 h 20, 39 je crois, quelque chose comme ça. Je dois battre mon record de 2 minutes, tu vois? Tout en étant pieds nus et en fait, c'est marrant parce que j'aurais jamais osé, faire me lancer dans une compétition vraiment pieds nus dès le départ. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que le prochain marathon que je vais faire, je vais partir pieds nus et en fait, je me suis aperçu que j'ai jamais été aussi bien, physiquement, j'ai jamais ressenti autant de plaisir
à être à ma vitesse maximum, mais pieds nus avec le moins d'interférence entre moi et le sol, et ça a été vraiment un kiff. Et tu vois, c'est une histoire qui a pas mal parlé parce qu'après quand les gens ont vu les photos, ils ont dit: «Ouais, c'est quand même, c'est fou» parce qu'en plus sur les photos, je suis entouré de plein de gens avec des plaques de carbone et je trouvais ça assez marrant de dire, bah, tu vois, le sandal, c'est un peu ça l'idée, c'est de montrer aux gens, bah, vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'artifice pour courir. Et je trouve que cette anecdote est marrante et ouais, la prochaine fois que je ferai un marathon, j'en ai pas de prévu l'année prochaine, mais peut-être que je m'inscrirai à un tranquille et je le ferai pieds nus pour voir ce que ça fait, donc c'était drôle, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui Ou fait que tu avais jamais testé avant ça d'ailleurs de courir pieds nus? Écoute, bah, en fait, je le faisais pas mal à l'entraînement de courir en sandales ou en chaussures minimalistes et puis après, au bout d'un moment, quand je suis sur la pelouse, ou sur des bitumes très lisses, de les enlever et puis de me mettre pieds nus, puis de les remettre, quand je repasse sur du bitume qui fait un peu plus mal aux pieds. Mais mais ouais, en fait, il y a un truc, c'est que quand on court en sandales ou on court, en fait, il y a toujours cette peur du regard des autres et je pense que le fait de pas courir pieds nus ou pas courir en sandales au début, le plus gros frein, c'est vraiment le regard des autres et se dire: «Mais en fait, on va OK. me regarder comment?» ou alors, s'il y a un caillou ou un bout de verre, comment, est-ce que je vais pas me faire mal aux pieds? Donc je pense qu'il y a ça aussi, mais ouais, c'est des barrières qui tombent et je trouve ça cool justement de montrer aux gens, «Vas-y, je vais courir pieds nus», et puis si ça peut motiver d'autres gens qui vont dire: «Ah vas-y, c'est marrant, moi aussi je veux le faire», puis au moins ça coûte moins cher, tu vois? Complètement, oui, puis moi j'aime bien en plus les gens qui se démarquent un peu des autres, au contraire, tu vois? Je trouve que Ouais, c'est plus à valoriser qu'autre chose, mais ouais, bah, écoute, bah, c'est cool de t'entendre dire ça parce que des fois, on a peur de passer pour un charlatan, tu vois? Ouais. Et bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit moment. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a des liens que tu aimerais, partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Bah, écoute, on peut me retrouver sur Instagram, c'est oliviermaria.ultra, donc on va me retrouver facilement et puis après de là, vous avez tous mes autres liens, mon site internet et ma chaîne YouTube et cetera, donc avec plaisir, si vous avez des questions, j'y répondrai et merci beaucoup pour l'invitation, c'est hyper cool d'échanger, sur tous ces sujets, c'est passionnant. Avec grand plaisir. Écoute, je mettrai tous les liens en description. D'ailleurs, sur ton site, il me semble, tu proposes, d'accompagner les gens qui veulent s'essayer Ouais, au ouais? exactement. OK. Exactement, mon site, c'est lowcarbfriendship.com. Vous avez le lien sur mon Insta et il y a 100 articles, donc si vous avez envie de lire gratuitement, vraiment faites-vous plaisir, il y a tout le contenu est gratuit. Mais par contre, si vous voulez aller un peu plus loin, parce que moi, si ça me prend du temps, malheureusement, je peux pas faire ça, gratuitement tout le temps, même si je réponds avec grand plaisir à toutes les questions, par MP. Mais oui, vous pouvez retrouver des programmes qui sont un peu plus structurés, un peu plus complets, ouais. OK, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Sur ce, je te souhaite, une très bonne fin de journée, beaucoup de réussite pour la suite et pour ton beau projet de 2025. Merci beaucoup Elodie, c'est hyper sympa et bonne journée à toi aussi. Salut. À bientôt.